pas né de l'amour, je suis né d'un truc crapuleux, forcément. Parce que les enfants de l'amour, ils sont encore là-bas, ils sont encore avec leurs parents. Salut tout le monde, c'est Edouard. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante de Thomas. Il grandit en France, persuadé d'avoir été adopté dans des conditions normales à seulement 15 jours. Mais à 31 ans, il tombe sur un reportage et réalise qu'il est victime d'un vaste trafic d'enfants volés au Sri Lanka. Et elle me dit, t'as été arraché des bras de ta mère, t'avais 1 jour. Si on m'avait enlevé mon fils ou ma fille à 1 jour, qui peut imaginer ça? Thomas décide alors d'enquêter pour retrouver sa mère biologique et comprendre qui se cache derrière ce trafic ultra organisé. Là, on signe des passeports, on signe des papiers, des bébés de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Allez, on y va. Et ça pose de problème à personne. Dans cette interview, il nous raconte son combat, mais aussi cette quête intime de vérité qui l'a amené jusqu'à ses origines. C'est la vie extraordinaire de Thomas. Et pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut. Salut Thomas. Salut. Thomas, dans ce format, on a l'habitude de commencer la discussion par un jour qui a changé la vie de nos invités. Pour toi, c'était un soir de mai 2019. Absolument. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? Ouais, bien sûr. C'était un jeudi soir, un soir d'envoyé spécial. Ouais. Il y avait un reportage qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Les enfants volés du Sri Lanka. Je me sentais pas vraiment concerné par ce reportage, ni même ma famille, parce que pour moi, mon adoption avait été toujours clean et j'avais une histoire derrière qui me convenait et j'avais pas vraiment d'intérêt pour le Sri Lanka à ce moment-là. Et puis, je sais pas, vers minuit, 1h du matin, je tournais encore en rond dans mon lit, j'arrivais pas à dormir. Du coup, je redescends dans le salon, j'allume le replay et je lance l'envoyé spécial sur les enfants volés du Sri Lanka. Tu regardes ce reportage et tu découvres quoi? Bah, je découvre ce qu'on va pouvoir appeler la vraie vérité. Ouais. En gros, c'est 2 filles qui s'appellent Céline et Champika qui sont suivies pour aller à la recherche de leurs origines au Sri Lanka. Mais belle histoire. Ouais. Et puis le journaliste qui les suit annonce un peu comment va se dérouler le reportage et il dit il y a une chose quand même très importante dans ce reportage et qui permet de crédibiliser toute cette affaire, c'est qu'on rencontre une des têtes du réseau, de ce réseau présumé. Cette dame s'appelle Madame Pereira. Son nom te parle? Tu avais déjà entendu parler d'elle? Bon, je l'ai entendu. Il y a une photo d'elle dans l'album de famille avec mes parents, puisque c'est elle qui remettait l'enfant aux parents adoptifs. Ouais. Donc j'ai sa tête en photo dans mon esprit depuis toujours. Et justement, pour remettre du contexte, cette Madame Pereira, c'est une ancienne membre de la commission pour l'adoption. Elle était aussi haut placée au Sri Lanka, notamment au ministère de l'Enfance. Absolument, et puis en contact avec les juges, en contact avec les hôpitaux, avec les maternités. C'est une personne qui avait un poids énorme et les photos, et la photo, parce qu'on n'a qu'une seule photo, mais qu'on a d'elle, le montre très bien. C'est une femme très bien portante, très souriante, avec des belles habitudes européennes, qui sait très bien s'adresser aux gens, les mettre en confiance, qui n'aient plus à se poser de questions, qui ne ressentent absolument pas que derrière tout ça, c'est un trafic d'enfants. Tu fais quoi? C'est quoi ta première réaction? Tu appelles qui? Tu vas voir qui? Ma première réaction, c'est de quand même réveiller mon ex-femme et de lui dire qu'il faut absolument que je lui parle. Et forcément, il est 2h30 du matin, elle est dans le gaz, on a 2 enfants en bas âge, les nuits sont déjà hyper compliquées. Ouais. Donc j'insiste pas, mais je retourne me poser dans le salon et dans la foulée, j'appelle ma maman instantanément. Je sais qu'elle part au travail très tôt. Je l'appelle, il doit être 6h30, 7h du matin. Juste avant d'appeler ta maman adoptive, est-ce que tu te poses des questions sur les conditions dans lesquelles tu as été adopté? Est-ce que ça te traverse l'esprit? Ouais, mais c'était une histoire basique en fait. On a eu l'agrément en France pour adopter au Sri Lanka. On est parti là-bas. On voulait un petit garçon. On a eu un petit garçon. On est parti avec d'autres couples. Et puis
mais vraiment quelque chose de simple et bienveillant et aimant et fait dans l'amour. Alors forcément avec un aveuglement et une volonté d'avoir un enfant presque à tout prix, comme on pourrait dire, pour pas dire à n'importe quel prix, mais à tout prix. De par la pression sociale, les gens, l'entourage qui a des enfants et que toi tu peux pas en avoir, donc voilà. Mais c'était une belle histoire. Et justement pour reposer juste un peu de contexte, pour l'adoption, les parents doivent passer des entretiens avec un travailleur social, un psychologue pendant des mois pour avoir l'agrément. Absolument, c'est justement. Très long. C'est ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Mes parents étaient sont des gens, des intellectuels, des gens qui avaient une vie tout à fait correcte. Et voilà. Et ta maman, c'est quoi sa réaction quand elle regarde finalement le reportage ? Elle comprend direct. Je pense, je l'ai eu après qu'elle ait regardé le reportage, mais elle m'a appelé, elle m'a dit monte à la maison et on va regarder ton dossier ensemble, on va ouvrir ton dossier, parce que moi je l'avais jamais regardé en fait, mon dossier. Quelle est la démarche ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que vous décidez de faire à ce moment-là ? Là, moi je sais que dans le reportage d'Envoyé spécial, une des deux filles qui s'appelle Céline a déjà, elle, bien avancé dans les recherches. Elle est déjà convaincue qu'il y a eu des trafics, à quel niveau elle ne sait pas, et c'est pour ça qu'elle va au Sri Lanka. Et du coup, elle ouvre une page sur Facebook qui s'appelle Info Fraude Sri Lanka. Elle en parle très rapidement dans le reportage. Et moi, je vais dans la journée ou peut-être le lendemain sur Facebook, je cherche Info Fraude Sri Lanka, je tombe dessus, ajouter, envoyer un message et je commence à parler avec Céline tout de suite. Elle me dit, écoute, très bien, t'es un des premiers à me contacter, envoie-moi tous tes documents et moi, j'ai un contact sur place qui s'appelle Andrew, qui va prendre énormément de place et dans mon histoire et dans ma vie même actuelle. C'est presque mon papa du Sri Lanka parce que c'est un mec en or. Clairement, je suis toujours ému quand je parle de lui parce que c'est un mec qui a dû vivre de près ou de loin ses adoptions. Il a une bonne 50aine d'années. Il sait ce qui s'est passé. Il est très réservé, donc il nous dira jamais vraiment ce qu'il a connu, mais il est là pour nous aider. Et lui, il authentifie les documents, il va aux adresses, il va dans les hôpitaux, dans les maternités, quitte à avoir, il a eu plusieurs menaces de mort, plusieurs gens qui lui ont vraiment fermé les portes méchamment. Donc il prend mes documents et il les analyse et il fait son job sur place au Sri Lanka. Et il me recontacte quelques semaines plus tard. On reviendra sur Andrew parce que justement, comme tu dis, il occupera une place importante dans la suite et même dans ta vie actuelle. Mais j'aimerais qu'on reparle d'une personne que tu as citée tout à l'heure, Céline, qui était dans ce reportage justement. Il y a un moment, tu entres en contact avec elle justement pour essayer d'en savoir un peu plus sur ton histoire, retrouver finalement ton chemin, tes origines. Comment se passe cette période de recherche justement ? Moi, je ne sais pas grand-chose. J'envoie mes documents à Céline, elle me dit je les transfère à Andrew et je ne sais pas ce qui se passe entre-temps. Elle me dit Andrew, il a besoin de vérifier les adresses postales qui sont dessus, les noms, les documents. Est-ce que c'est falsifié, est-ce que c'est pas falsifié, est-ce que c'est des vraies traductions, est-ce que c'est les bonnes traductions, est-ce que c'est authentifié ou pas. Mon père était très procédurier, très carré, donc tout est bien fait, tout est bien classé, machin. Mais il y a des incohérences et il y a surtout des manques dans mes documents, dans mes certificats de naissance. J'en sais pas plus sur la recherche, sur comment fait Andrew. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un appel de Andrew qui me dit « Écoute, l'adresse dans ton adoption, l'adresse elle est bonne, ta maman biologique, elle habite bien à cette adresse-là, mais pour le moment, elle ne reconnaît pas ton existence. » D'accord. Pour le moment, elle nie, parce que quand il l'a rencontrée la première fois, il a senti qu'il soulevait quelque chose dans son entourage que personne n'était au courant. D'accord. Donc il me dit, t'inquiète pas, il faut qu'elle digère les choses, et puis on va attendre, et je pense qu'elle va me rappeler pour
pour me dire ce qu'il en est. Donc Andrew avait réussi à retrouver l'adresse de ta maman via une adresse qui était sur ton dossier. Sur mon certificat de naissance. Elle habitait toujours à la même adresse, 35 ans après. Il avait juste un prénom, elle s'appelle Siriani. Il avait juste son prénom et cette adresse. Cet appel, ça te fait quoi? Ça met la machine encore plus en route parce que je me dis bon, là il y a beaucoup de coïncidences, ça fait beaucoup de choses et en espérant qu'elle rappelle. Ouais. En espérant qu'elle rappelle. T'attends. Et j'attends, mais l'appel en fait il va arriver plus vite que je ne le pense, puisque peut-être 3 semaines, 1 mois après ce premier échange, Andrew me rappelle en me disant écoute, c'est bon. Elle reconnaît avoir eu un enfant en 1984. C'était un déni de grossesse, elle avait 16 ans. C'était pas un enfant voulu ni désiré. Personne dans sa famille n'était au courant. C'est un deuxième choc pour toi, ça? Bah oui, c'est un deuxième choc parce que je suis pas né de l'amour. Je suis né d'un truc crapuleux, forcément. Parce que les enfants de l'amour, ils sont encore là-bas. Ils sont encore avec leurs parents. Quand il y a un papa, généralement, les adoptions, c'est pas les mêmes. Enfin, ça se gère pas. C'est souvent des femmes seules et en plus des femmes qui sont jeunes. Et moi encore, j'ai eu de la chance parce que je suis de Colombo. Donc, j'étais pas dans les campagnes, mais les enfants, les bébés qui ont été pris dans les campagnes, ils étaient stockés dans ce qu'on appelle des baby farms. Des fermes à bébés. Des fermes à bébés. Donc, malnutris, la gale, sale, la totale. Moi, j'ai pas tout ça. Je suis un bébé plutôt en forme, mais j'ai 15 jours quand je vais être adopté. Et la suite de l'histoire, je vais la découvrir plus tard. Donc, après ce deuxième appel, Andrew, il te dit qu'il faut maintenant un test ADN. Maintenant, en fait, le seul moyen d'authentifier un lien maternel, paternel ou peu importe, c'est un test ADN. Notre cher pays, la France, c'est interdit. On fait des tests ADN que dans un cadre médico-légal. Sinon, ça n'existe pas. Donc, il faut faire appel à des sociétés étrangères, américaines, belges. Donc ces gens-là, moi en l'occurrence c'est une société belge qui gère nos ADN pour le Sri Lanka. Donc je commande 2 tests ADN, j'en envoie à Andrew, je fais le mien, voilà, je le renvoie, il est brassé, je suis dans la base de données, tout va bien. Andrew s'occupe de celui pour ma mère biologique. Et là, on est déjà au mois d'octobre. Envoyé spécial, c'était en mai. Là, on est au mois d'octobre. Moi, ça me travaille trop. Il faut que je suis aussi de cette génération tout de suite. Il faut que je sache. Donc, je dis à mon ex-femme, écoute, je vais aller au Sri Lanka, quoi qu'il en soit. De toute façon, que ça soit elle ou pas. En fait, là, je suis en train de comprendre que j'ai besoin de savoir d'où je viens et peu importe de voir le pays qui m'a mis au monde en fait, parce que c'est un pays qui, enfin voilà. Donc je prends mes billets d'avion, j'ai de la chance d'être bien entouré, d'avoir de l'aide et donc ça me permet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et c'est aussi un vrai sujet qu'on pourra aborder plus tard, mais c'est le fait de pouvoir faire la démarche, de mettre une carte bancaire et de mettre 1 500 € et de prendre un billet d'avion aller-retour tout de suite et de pouvoir... c'est une vraie démarche, la vie elle est compliquée et tout le monde n'a pas ces moyens-là et j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je suis bien entouré. Quand on en parle comme ça paraît simple, ça paraît une démarche simple, mais justement, Thomas, j'aimerais savoir à ce moment-là, tu décides tout de suite de prendre un billet d'avion, de retrouver tes origines, ta famille. Comment tu le vis intérieurement? Je suis en pilotage automatique, de toute façon je suis en souffrance, j'ai mal, c'est compliqué et tu as besoin de réponse. En fait, ça devient vital. Quand tu arrives, est-ce que tu as encore en tête les premiers instants? Ouais, évidemment, c'est des instants extraordinaires. Et alors, ça va de la petite anecdote rigolote à des choses bien plus profondes parce que quand j'arrive là-bas, il y a 90% de taux d'humidité et ma peau, elle revit. J'ai plus la peau sèche en l'espace de 10 minutes. Voilà, il n'y a pas de tunnel pour sortir de l'avion. Tu sors de l'avion sur le tarmac. Carrément.
c'est instantané. Ma peau, elle me dit merci tout de suite. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est cette anecdote qui est pour moi, je pense, une des choses les plus marquantes de ma vie. Je me retrouve face à un douanier, un mec qui a 50 ans, qui me regarde, qui prend mon passeport, qui feuillette les pages, et mon passeport est full tampon parce que j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Et il voit qu'il n'y a pas le Sri Lanka. Et là, il sort de son bureau, et il me prend dans ses bras et il me dit « Bienvenue au pays, fils ». Oh. Un douanier, hein. Qui t'a jamais vu. Qui m'a jamais vu. Habillé en blanc, avec la tenue officielle. Ça te touche. Ouais. Moi, les douaniers, ils m'ont plutôt mis dans des salles en attente pour contrôler mes papiers et mes affaires. Là, il me met le coup de tampon, il sort, il me donne mon passeport en main propre, il me prend dans ses bras et il me dit « Bienvenue au pays, son ». Tu ressens quoi? Je me dis, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Ouais. Bah ouais, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour vivre un truc comme ça? Ça me réconcilie presque. Il arrive à faire la balance pour tous les autres douaniers qui m'ont cassé la tête pendant des années. Et la deuxième chose, c'est que il y a Andrew qui m'attend avec son petit panneau, Sœur Cadorin, et qui m'attend avec son panneau. Et puis, il me dit tout de suite, il me dit, écoute, le test ADN, il est bon à 99,9%. Oh. En sortant de l'avion. Donc moi, je pars, j'ai pas l'info. Lui, il l'a pas non plus. J'arrive à Dubaï. À Dubaï, je suis à 2 doigts de faire demi-tour parce que je suis en stress et j'arrive presque pas à gérer le voyage tout seul, ma femme, mes enfants qui sont loin. Et tu te poses des questions. Et je me pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Et heureusement que j'ai ma mère, ma sœur, mon ex-femme qui me disent non, attends, vas-y. T'es là, tu vas prendre l'avion, tu vas faire Dubaï-Colombo et ouais, vas-y quoi, c'est bon. Bon, t'as assez entendu. Ils ont bien fait de t'envoyer. Ouais. Donc du coup, t'arrives, tu rencontres Andrew. Je rencontre Andrew, il me dit voilà, on en est là, le test ADN il est bon. T'as de la chance parce que ça a brassé vite et voilà, il me dit là je vais t'emmener pendant 3 jours à Negombo. Negombo c'est une station balnéaire au nord de Colombo. Je vais t'emmener là pour que tu t'acclimates, on va prendre du temps, je vais t'emmener chez moi, on va voir mes filles, on va aller jouer au foot. Enfin, il me met dans le truc. Il me laisse 3 jours, les nuits sont infernales parce que je ne dors pas. Entre le décalage horaire et la pression en fait. La pression de ce qui va se passer. Tu appréhendes? J'appréhende et j'ai une excitation aussi, mais j'appréhende beaucoup puisque je vais me retrouver dans un contexte familial que je ne connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'attend parce que j'ai une grande famille au Sri Lanka. Et au bout de 3 jours donc il vient me chercher, 10h du mat. Il me dit bon écoute, on a un peu de route parce que c'est au sud de Colombo, donc détends-toi, tout va bien, je suis là, je suis avec toi, je resterai avec toi. Et tu vas être bien reçu parce que t'es attendu quoi, vraiment. Vous faites 16 heures de route. Il prend des petites routes pour contourner le périph', pour pas tomber dans les bouchons. Et à un moment, il me dit, là, on est obligé de prendre le périph' sur les 30 derniers kilomètres parce que ta famille habite en dessous du périph', dans 2 ou 3 sorties, voilà. Et puis on arrive à cette sortie, il me dit c'est là, on arrive, il me dit je te le dis, on sort du périph', c'est à droite, c'est là tout de suite, on va tomber tout de suite. Donc je le vois qu'il envoie un texto, je crois qu'il envoie un texto à un de mes oncles, parce que c'est un de mes oncles qui l'avait rappelé pour mettre tout ça en place. Et voilà, il tourne à droite et on est là, et là il y a 30 personnes devant la maison, et mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mon demi-petit frère, tous des gens que je vais découvrir, mais mais il y en a une seule que je vois, où je vois son regard qui est déjà tellement lourd et tellement je sais que c'est ma mère biologique, je sais que c'est elle. 35 years. It's okay. Comment se passe ce moment, Thomas? À ce moment, c'est des retrouvailles, c'est comme je peux souvent dire, c'est le lien maternel.
Alors attention, il faut pas faire de, je veux froisser personne. Et surtout pas ma maman. Adoptive. Ouais, adoptive, parce que le lien maternel, je l'ai avec elle aussi. Ouais. Mais là, c'est un autre lien maternel. C'est le lien du sang, c'est le lien de l'odeur, c'est le lien de la personne qui m'a mis au monde. Et ce lien-là, il est indescriptible. Tout le monde l'a en soi. Moi, je l'avais jamais eu. Ouais. C'était la première fois. Je vais découvrir pourquoi, mais en fait, c'était quelque chose que j'avais en moi, mais que je découvrais, je savais pas ce que c'était. Et là, je découvre cette femme qui me tombe en pleurs dans les bras. Elle te saute dans les bras tout de suite. Elle tombe en pleurs dans les bras. Elle, ça fait 35 ans qu'elle attend presque ce moment-là. Elle te dit quelque chose, ta maman, au moment où elle te... Non, elle me dit rien parce que de toute façon, elle parle que singalais. Ouais. Donc après, tout va se passer avec mes cousines, parce que j'ai des cousines qui ont exactement le même âge que moi, qui sont nées en 84 et qui ont grandi là et qui, elles, je crois que ça leur fait aussi un choc énorme parce qu'elles découvrent un cousin. Donc presque dans ces familles-là, c'est presque un frère. Un frère, ouais. Parce qu'on a le même âge, on aurait grandi ensemble, on aurait tout vécu ensemble. Il y en a même une qui a fait ses études, une partie de ses études en Angleterre. Okay. Enfin, parce que dans ces familles-là, on mise tout sur l'élément gagnant de la famille. Mais c'est comme ça. Ouais. Et du coup, voilà, elle a un anglais hyper fluide et c'est elle qui va me raconter vraiment les choses parce qu'elle fait l'intermédiaire et on passe les embrassades, les accolades et les pleurs et on se retrouve à l'intérieur de leur maison, quoi. Ouais. Et là, ma cousine m'explique que ma mère va vouloir me nourrir parce qu'en fait, elle n'a jamais pu le faire. Et donc, j'ai une photo qui est vraiment poignante parce qu'on la voit vraiment, elle prend à manger dans sa main du riz avec un peu de poulet. Et on voit qu'ils ont mis les petits plats dans les grands, qu'ils ont fait à manger comme ils font jamais d'habitude. Donc on mange tous en même temps et là ma mère elle prend à manger dans sa main et elle te donne à manger. Et il y a des échanges, on rigole, ils montrent un peu leurs trucs, leurs affaires et il y a quelque chose qui ressort très vite, c'est une de mes tantes, c'est toujours bizarre pour moi de dire ça, mais qui dit quelque chose à ma cousine et je lui dis qu'est-ce qu'elle a dit. Elle me dit, ils sont en train de dire, et ils rigolent tous parce que t'es le seul qui ressemble au grand-père. Mais non. Là, ils me sortent une photo presque en format A3. Ouais. Là, ce monsieur, il a le même âge que moi quasiment sur la photo, donc une petite quarantaine d'années. Et tu te reconnais. Et tout le monde dit t'es le seul. Et ma cousine, elle me dit you're the only one. C'est vraiment t'es le seul à lui ressembler comme ça, où on se dit waouh, moi c'est la première fois de ma vie que j'entends que je ressemble à quelqu'un. C'est la première fois de ma vie. J'ai jamais ressemblé à personne. J'ai jamais eu ce truc de t'as la même voix que ton père, ou tu ressembles à ta mère, ou t'as le même sourire que ta sœur. C'est des choses qu'on vit naturellement en fait. Moi, je ressemblais à personne. J'ose même pas imaginer, mais c'est quoi les émotions que tu ressens tout ça à côté de ta mère biologique? En fait, il n'y a même pas d'émotion. Je vis les choses, je les apprécie, je les prends et je les garde bien, bien, bien précieusement. Ouais. Parce que je sais pas si j'y reviendrai, parce que je sais pas comment les choses vont se passer par la suite. Il y a une personne dont j'aimerais te demander quelque chose. Enfin, je sais que je vois que t'en as jamais parlé. Est-ce que à ce moment-là, on te parle de ton père biologique? On m'en parle, mais très rapidement. Ouais. Mon père biologique, c'était pas quelqu'un de bien. C'était pas une bonne personne. Il est mort en 87 dans des conditions de guerre ou plus ou moins. Il était apparemment proche du réseau. Du réseau de trafic d'enfants. Ouais. Okay. C'était pas une bonne personne. Ouais. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Et t'étais pas là pour ça aussi. En même temps, ma mère biologique à 16 ans, être enceinte seule, à faire un déni de grossesse et accoucher
sans péridurale, sans rien du tout, dans un hôpital pas forcément adapté. Ouais. Je pense que elle tenait pas la main de son mari quand elle a accouché. Et justement, ça me permet aussi de remettre aussi un peu de contexte, laisser souffler aussi un peu. Je sais que c'est très dur, Thomas, vraiment. Non, mais... Désolé, mais justement, en préparant cette interview, on voit qu'il y a des milliers d'enfants sri-lankais et qui ont été victimes de ce trafic d'enfants-là dans les années 70-90, tu le disais tout à l'heure. Entre 80 et 80, allez, je raccourcis, mais entre 80 et 90. Ouais. Et c'est pas le cas pour tous. Ouais. Mais quand il y a Madame Pereira qui sort dans ton dossier, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait eu quelque chose. Je ne veux pas parler de trafic à chaque fois, parce qu'il y en a pour qui ça s'est bien passé, il y en a qui ne veulent pas savoir. Et puis il y a ceux comme moi qui découvrent, qui ont aussi besoin d'entendre des gens comme moi parler, de raconter leur histoire, pour mettre des mots sur des sensations et des ressentis qu'ils ont au fond d'eux, qu'ils n'ont jamais réussi à sortir. Mais le fait de m'entendre, ça leur donne envie d'aller ouvrir leur dossier. On va revenir sur ça, mais pour boucler la boucle, Thomas, j'aimerais savoir, est-ce que finalement, le fait d'avoir été là-bas, d'avoir passé cette journée avec ta maman biologique, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça m'a complété. J'ai passé 4 jours avec eux. Pas en immersion. J'étais en terre inconnue presque. C'était... Non, mais ça m'a complété. Je suis un homme avec une histoire de A à Z. Puisque je demande quand même à mes cousines de me raconter mon histoire et ce qu'elles savent. Et c'est très rapide. Et elle me dit, t'as été arraché des bras de ta mère, t'avais 1 jour. Voilà. On lui a donné un ticket de bus pour qu'elle rentre chez elle. Et elle n'a jamais su où t'étais, où tu partais. On lui a rien dit. Non, on lui a rien dit du tout. Elle avait 16 ans. On lui a rien dit du tout. C'est malheureux. C'est une histoire... c'est horrible. Moi, je suis papa et si on m'avait enlevé mon fils ou ma fille à 1 jour, qui peut imaginer ça ? Et je pense que même si on n'est pas parent, on peut se dire attends, non, il y a un truc qui ne va pas. Inimaginable, si tu vas à la SPA chercher un chiot, on va te dire il faut attendre 2 mois qu'il soit sevré avec sa maman. Pour un chien. Et là, il n'y a personne qui se pose de questions. Là, on signe des passeports, on signe des papiers, des bébés de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Allez, on y va. Et ça pose de problème à personne. On t'avait laissé tout à l'heure, Thomas, tu étais chez toi, au Sri Lanka, pendant 4 jours avec tes parents. Après ces 4 jours, qu'est-ce qui se passe ? Après ces 4 jours, je fais mon trip de backpacker au Sri Lanka et je fais le touriste, mais je me fonds aussi dans la masse parce que je prends les transports locaux. Andrew est reparti chez lui à Colombo, on doit se retrouver à Colombo, moi au retour. Mais là, je fais mon voyage tout seul et ça me plaît de raconter mon histoire aux gens, pourquoi je suis là. Je tombe sur des patrons d'hôtel, des mecs qui ont 50 ans. Et ça a été vraiment, on peut dire, un voyage initiatique. Ça a été aussi le voyage de ma vie, parce que j'en ai fait beaucoup d'autres. Mais celui-là, il restera marqué à jamais. Et la dernière chose qui m'a vraiment touché par rapport à ce voyage, c'est qu'il y a 1 mois, ma nièce, donc la fille de ma sœur, me dit tonton, je fais un reportage sur le Sri Lanka. Est-ce que tu peux m'envoyer des photos et me raconter un peu Et du coup, je lui ai partagé avec elle. Elle a 12 ans maintenant et je lui ai partagé ces photos et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est pas une gamine qui a voyagé mais qu'elle fasse un exposé sur le Sri Lanka et qu'elle me demande tout de suite tonton, on me fait voir les photos. Enfin voilà, c'est ce lien, je les regarde les photos assez régulièrement et puis l'objectif c'est d'y aller bientôt. On peut arrêter un peu, Thomas. Ça va. Ça va ? Ouais, ça va. De toute façon, on est presque à la fin de l'interview. Après ça, le retour en France, ça se passe comment ? Surtout le moment où tu dois dire peut-être au revoir à Andrew. Andrew, je sais que je le reverrai. Donc, c'est un au revoir, c'est pas un adieu. Mais c'est hyper touchant parce que
parce que lui, il m'a accueilli là comme son fils, et il a fait quelque chose que je pense qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire pour quelqu'un que tu connais pas. Donc c'est vraiment c'est quelqu'un qui marque ma vie et qui m'envoie toujours un message pour mon anniversaire et qui est très pratiquant, donc qui me souhaite un joyeux Noël, une joyeuse Pâques. Lui, il veut pas d'argent pour ce qu'il fait. Ouais. Il a déjà eu cette intelligence de dire on va pas monétiser quelque chose qui est là parce que c'était monétisé à la base. Ouais. Donc lui, il fait ça pareil sur son temps. Au détriment de sa femme, de sa famille et sans intérêt que de la bonté. Sans intérêt aucun, à part de voir le sourire et les larmes de joie de ces gens qui se retrouvent après des années et des années, quoi. Donc tu le dis au revoir à ce moment-là, et est-ce que tu penses que tu vas revoir ta famille biologique? Ouais, absolument, je la revois, puis j'ai des contacts plus ou moins régulier, c'est anecdotique presque, mais le lien il est là. Il est là. Et demain, si je prends un avion, je sais exactement l'adresse où je dois aller. Je dis au taxi, je vais là, et c'est pas du tout des endroits touristiques, et c'est les bas-fonds de Colombo, mais je sais où je dois aller, et c'est le premier endroit où j'irai en sortant de l'aéroport. Ouais. Ce voyage-là, il a complété le puzzle? Absolument. C'est la pièce manquante. La pièce manquante, l'histoire, le début de ma vie, le pourquoi du comment. Un jour, arraché des bras de ma mère, 15 jours adopté, 3 semaines et demie en France. Je disais tout à l'heure, des milliers d'enfants sri-lankais ont été victimes de ça, et aujourd'hui, la loi française interdit strictement l'adoption privée, et depuis la réforme de l'adoption du 21 février 2022, il est impossible d'adopter à l'étranger sans passer par un organisme agréé par les 2 États. Aujourd'hui, toi, tu mènes un combat, Thomas, en ce sens. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a une association que je suis de très près qui s'appelle RAIF, qui est... c'est un travail extraordinaire qu'elles font, ces filles. Elles sont 2, 3... en plus de leurs activités personnelles et de leur travail personnel derrière. Il y a un énorme travail de plaidoirie qui est fait derrière, parce que ça se passe aussi avec les politiques, ça se passe aussi au Sénat et avec les secrétaires d'État et les ministères de l'enfance et toutes ces choses, tous ces gens-là. C'est un travail fastidieux. On a besoin que les gens s'engagent. Et quand je dis que les gens s'engagent, c'est juste aller sur le site de l'association RAIF, cliquer sur le lien adhérer, mettre 1 euro et adhérer à l'association. Quand je fais une interview comme ça, derrière, c'est des dizaines et des dizaines de dossiers et de gens qui contactent l'association ou moi, que je redirige vers les associations. Parce que les gens se retrouvent et se reconnaissent et se disent « Attends, lui, il y est arrivé, lui, il l'a fait. Et en fait, moi aussi, j'ai envie de savoir. » Merci beaucoup, Thomas. Merci vraiment. C'était très dur, je m'en excuse encore une fois. Non, surtout, t'excuses pas, c'est très agréable. Merci vraiment, 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 vraiment. Enfin, on peut couper, hein. Moi, je transpire, je pense que c'est... ouais, moi aussi.